j'en parlais un petit peu tout à l'heure, il est important pour nous. Alors déjà, chez MyTraffic, juste pour la petite histoire, on a quand même cette culture du sport qui est assez importante chez nous. Je vais pas vous mentir, je fais pas partie de ce groupe-là. Du coup, voilà. Mais à chaque fois, je suis très étonnée de tous les voir entre midi et deux, soit partir à la salle, soit partir faire leur petit running ensemble et tout. Et en fait, c'est vraiment une culture qui est très, très présente chez nous. Et ça nous paraissait tout à fait normal sur ce club client de cette année d'avoir un intervenant à interviewer dans ce secteur. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire que cet événement a rassemblé des millions de personnes l'été dernier. Je pense que vous avez eu l'occasion de pouvoir festoyer dans les rues également entre amis. Vous avez sans doute même participé aussi à certains jeux en tant que visiteur. Je vais pas t'introduire tout de suite. Je vais juste montrer une petite vidéo. Je pense qu'il parle assez d'elle-même et je t'introduirai après. Les 10 derniers mètres. Alex, jusqu'au bout. Boki ou Portal à la touche. Boki ou Portal et à l'arrivée. Boki qui s'impose, mais une médaille d'argent pour Alex Portal qui a pulvérisé son record. Il y a le Russe Sotnikov et puis bien sûr Alex Portal qui va aller chercher sa deuxième médaille dans ces Jeux Altura. Troisième place, allez, on y croit, on s'accroche. Boki au-dessus, Sotnikov, et voilà Alex Portal, une nouvelle médaille pour la France. Le meilleur nageur du monde est biélorusse, mais le médaillé d'argent, celui qui remporte sa troisième médaille. Et là, regarde Kylian, regarde la remontée. La remontée, il va aller la chercher. Il va aller chercher. Oui, troisième. Alex Portal qui va devoir s'employer maintenant pour tenter de revenir. Yard Boki, c'est consécration pour un champion. Regarde, il est devant le record du monde. Le record du monde, consécration pour un champion, les 4 à la suite. Pique et le record du monde pour Boki qui est au-dessus de tout le monde. Et une nouvelle... Voilà, donc je pense que vous l'aurez compris. Bravo encore. Je t'invite à t'installer. Ouais, t'es plutôt grand, donc mets-toi là. Et d'ailleurs, je te propose, parce que je suis désolée, tout à l'heure, Pascal, je te voyais, tu nous faisais de la pub avec le logo MyTraffic sur le front. Attends, je vais juste te décaler un tout petit peu. Voilà. Non, mais mets-toi là plutôt, toi. Toi, t'es grand. Je me sens toute petite à côté. Oui, voilà, ça sera mieux pour toi. Donc, du coup, ce soir, nous avons... j'ai la chance, d'ailleurs, parce que c'est moi qui vais t'interviewer. Alex Portal, du coup, qui est nageur paralympique et quadruple médaillé, du coup, au JO l'année dernière. Champion dans l'eau. Source d'inspiration en dehors, puisque tu vas nous partager de nombreuses choses ce soir. Du coup, que ce soit ton parcours ou ton énergie, mais aussi ta vision. Du coup, je vous demande encore une fois, si vous voulez, de faire un tonnerre d'applaudissements pour Alex. Alors, Alex, avant de te poser ma première question, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que j'ai le logo MyTraffic sur le front ? Non, c'est bon, ok, merci. Pour Alex, du coup, pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus de détails concernant du coup ton handicap qui n'est pas visible, du coup, donc est-ce que tu peux un petit peu l'expliquer ? Yes, bien sûr. Bonsoir tout le monde, merci pour cet accueil. Du coup, moi je fais de la natation comme vous avez pu le voir. Mon handicap, du coup, c'est un albinisme oculaire. J'ai cet handicap depuis la naissance, c'est une maladie génétique. Qui m'a été transmise par ma mère, bon, sans le vouloir. Mais du coup, voilà, en gros, c'est comme les albinos, je pense que vous connaissez un peu plus. Mais moi, c'est qu'au niveau des yeux. Donc, j'ai pas de pigmentation au niveau de la rétine. Je vois en double. J'ai pas de protection rayon UV, donc je dois porter des lunettes de soleil. Voilà, mon fond de la rétine est abîmé. Mes nerfs optiques sont mal croisés. Donc, en gros, moi, je peux pas vraiment vous expliquer parce que ça fait depuis la naissance que je vois comme ça. Donc, je peux pas comparer par rapport à vous. Mais à partir d'1 mètre, je vois plus net. Et voilà, je vois moins d'un dixième avec correction aux 2 yeux. Donc voilà, j'arrive à me déplacer naturellement parce que j'ai cet handicap depuis 23 ans. Donc je le maîtrise pas mal. Mais voilà, c'est un peu les grandes lignes de cet handicap qui, même moi, je ne les connais pas dans les détails, quoi. Okay. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement voilà, comment tu es tombée dans la natation déjà ? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis tout petit, etc. Voilà, l'idée, c'est vraiment que tu puisses nous partager ton parcours, parce que athlète de haut niveau, oui, mais tu fais aussi des études pour devenir ingénieur. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un profil qui puisse nous parler aussi de la data dans son quotidien, puisque monsieur envisage également d'être ingénieur. Donc voilà, est-ce que tu peux un petit peu te présenter en quelques mots, s'il te plaît ?
Yes, bien sûr. Mais du coup, moi, je suis né en 2002. J'ai commencé la natation quand j'avais 5 ans, assez jeune, parce que j'avais fait d'autres sports. J'ai fait le judo, mais j'étais trop maigre, donc ça m'a pas plu. J'ai arrêté. Le tennis, pas pratique pour les malvoyants, j'ai arrêté aussi. Et la natation, ma grande sœur en faisait. Ma grand-mère était présidente d'un club dans les Yvelines. Du coup, je me suis dit déjà, il fallait que j'apprenne à nager. Enfin, c'est plutôt mes parents qui m'ont dit qu'il fallait que j'apprenne à nager. Et voilà, j'ai tout de suite aimé ce sport, aimé les sensations que ça procurait dans l'eau, toujours aussi l'esprit de compétition. Du coup, les deux se sont très bien mariés. J'ai eu voilà, l'envie de prendre ma liberté, le fait de pouvoir en fait un peu m'échapper de cet handicap-là que je subissais un peu plus à l'école et dans la vie quotidienne. J'avais moins cette sensation quand j'étais dans l'eau, quand j'étais avec mes amis, avec le club qui comprenait bien les adaptations à mettre en place. Voilà, j'ai tout de suite pris goût, je me suis entraîné de plus en plus, à tel point qu'aujourd'hui je m'entraîne 10 fois par semaine dans l'eau et 3 fois hors de l'eau, environ 25 heures de sport du coup par semaine. Voilà, je fais mes compétitions au fur et à mesure. J'ai découvert le handisport pas tout de suite, j'ai découvert en 2016 quand j'avais 14 ans. C'est un entraîneur qui m'a parlé que je pouvais faire du handisport avec mon handicap. Du coup, voilà, je suis rentré petit à petit dans le circuit handisport en parallèle du circuit valide que je fais toujours actuellement. Du coup, tu avais déjà un très bon niveau quoi, à 14 ans. Oui, j'ai déjà fait plusieurs fois les championnats de France junior. Actuellement, je fais encore les championnats de France élite. Parce que lui aussi, il est humble. Tous nos speakers ce soir sont très humbles, mais ok, il y avait déjà un sacré niveau, quoi. C'est gentil, merci. Mais ouais, en fait, dans ma catégorie de handicap, pour être parmi les meilleurs mondiaux, il faut réussir à être parmi les meilleurs nationaux quand même en valide. Ma meilleure place en valide, c'est 7e au 200 mètres papillon. J'étais en même finale qu'un certain Léon. Pas très connu, pas très connu. Et du coup, voilà, j'ai fait une première championnat d'Europe en 2018, premier championnat du monde en 2019 qui m'ont qualifié pour les Jeux paralympiques de Tokyo, qui du coup ont été décalés d'un an. À chaque compétition, j'ai eu la chance de faire des médailles. J'ai eu la chance de faire mes premiers titres au championnat du monde en 2022 et en 2023. Et là, cet été, à Paris 2024, j'ai eu la chance déjà de partager les lignes avec mon petit frère qui a le même handicap que moi et avec lequel on fait un beau podium tous les deux sur le 400 mètres nage libre. 2e et 3e. On aurait préféré que ce soit 1 et 2 ou 1 et 3, mais voilà, c'était vraiment une course extraordinaire. Et voilà, à côté de ça, je suis effectivement en études à l'ESILV. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est une école d'ingénieurs à la Défense, voilà, qui est spécialisée aussi dans l'analyse de la donnée et tout. J'ai eu des partiels récemment dessus, mais voilà, ça s'est plus ou moins bien passé. On va dire qu'avec la natation, c'est pas les choses les plus faciles à faire, mais j'essaye de gérer au maximum le double cursus, d'être nageur de haut niveau et faire mes études à côté. Donc c'est une école qui est vraiment compréhensive et j'essaye de faire au mieux pour valider mes études et voilà, voir ce que je ferai plus tard. Ouais, c'est assez intéressant. Bon, alors, après, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de la data, mais moi, j'ai adoré échanger avec toi en préparation de cette keynote parce que justement, c'est intéressant aussi de comprendre aussi ton quotidien par rapport à ton handicap et de voir déjà les 25 heures par semaine de sport. Bon, moi, ça me paraît complètement lunaire. Mais encore une fois, pallier entre ton côté athlète, mais en même temps les cours. Et en même temps, tu m'as expliqué aussi que tu étais maintenant dans une école plus spécialisée qui te met vraiment des moyens à disposition vis-à-vis de ton handicap, etc. et que ça te change complètement la vie. Et puis après, on discutait aussi effectivement de ton avenir plus tard, comment tu vois les choses. Voilà, est-ce que tu te vois arrêter la natation ou pas? Et en fait, j'ai adoré de préparer cette keynote avec toi. Pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, donc comme on le sait, tu as remporté 4 médailles l'année dernière. Donc 3 d'argent d'ailleurs, si je dois le dire quand même. Avec du recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué l'année dernière? Et si tu pouvais nous dire des petites anecdotes, tu vois, ça serait sympa. Bon, alors je pense que si je peux parler des jeux pendant un long moment. Déjà pour moi, les jeux, ça représente quand même énormément de choses. J'ai eu ce rêve-là de participer aux Jeux olympiques ou paralympiques. À l'époque, ça m'était égal. Mais en 2012, quand j'ai vu les Français faire de belles performances en natation, et j'avais 10 ans à l'époque, et moi, ça m'a tout de suite émerveillé de me dire j'ai envie de vivre cet événement-là. C'est le plus grand qu'un sportif puisse connaître. J'avais aussi cette envie de curieuse d'aller voir le décor, de commencer derrière. C'est qui gère tout ça? Comment ça se passe au village, tout ça? Et de pouvoir vivre cette vie que j'ai toujours voulu, c'est quelque chose dont je suis très fier déjà et quelque chose dont j'essaye de profiter au maximum. Et donc l'année dernière, au jeu, c'était vraiment encore
plus extraordinaires que les premiers que j'ai pu vivre à Tokyo. Déjà parce que le Covid n'était plus là, donc il y avait les gradins qui étaient remplis à chaque événement. En plus, on était à la maison, donc tous les bénévoles étaient français. Toutes les infrastructures, pour le coup, moi, la piscine dans laquelle j'ai nagé, c'était à l'U Arena. Donc vraiment, depuis mon école, je la vois. Donc c'est quelque chose vraiment où, quand on allait depuis le village en bus, je me disais, on ne peut pas faire plus à domicile qu'à domicile, à 5 minutes à pied de l'école, à 15 minutes à pied en métro de chez moi. Donc non, franchement, c'était des jeux incroyables. Je me rappelle encore des frissons qu'on a tous ressentis le premier jour où on était derrière dans la zone d'échauffement. Et il y a un deuxième bassin de 50 mètres derrière toutes les tribunes. Et on entend un Français rentrer derrière les plots et l'ambiance des 15 000 personnes qui crient son nom, qui crient, qui chantent pour la France. C'était quelque chose qui nous a mis un peu une gifle et des frissons à tous. Et on s'est dit, waouh, ça va être quelque chose. Et on avait tellement bossé pour arriver là que c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est passé à une allure folle. Moi, j'ai enchaîné les 3 premiers jours de course. J'ai enchaîné le 100 papillon, 100 mètres d'eau, 200 mètres 4 nage. 400 mètres nagés, pardon. Je suis arrivé au 3e jour. Je me suis dit, waouh, il me reste plus qu'une course. J'ai eu la chance de vivre des émotions de fou avec les médailles, forcément. C'était vraiment dingue à chaque fois de pouvoir faire le tour de la piscine et tout. Mais c'est passé à une allure dingue. Voilà, les émotions qu'on se prend, c'est quelque chose. Ouais, j'ose pas imaginer. Et du coup, je rebondis parce que tu as dit 2 choses intéressantes. La première, les émotions différentes que tu vis en très peu de temps, mine de rien. Et en parallèle de ça, tu as mentionné le fait qu'on bosse dur. Du coup, je me permets de te poser la question. Aujourd'hui, toi, dans ta vie de tous les jours, la data, je pense qu'elle est très importante, que ce soit pour toi, pour ton coach, pour te permettre aussi de pouvoir bien te préparer à tes compétitions, justement. Aujourd'hui, comment tout ça s'est géré? Quelle utilisation vous en faites derrière? Dis-nous-en un petit peu plus là-dessus. Ouais, exactement. De base, c'était pas forcément le projet. La base de l'entraînement, ça reste de s'entraîner. Si on n'y va pas, ça marche pas. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure des années, quand on se perfectionne, quand on essaye de se professionnaliser, il y a forcément la data qui prend une part importante de l'entraînement. En tout cas, on essaye d'aller chercher la perfection, les petits centièmes qui nous manquent, les petites secondes. Et donc voilà, moi au quotidien, sur les 3 dernières années avant Paris, l'été dernier, on a beaucoup mis en place ce qu'on appelle des suivis HRV. Donc en fait, c'est des suivis où tous les matins, nous on ne le fait pas tous les matins, mais entre 2 fois ou 3 fois par semaine, on a une ceinture qui prend le rythme cardiaque et qui permet d'analyser par un analyste toutes les données qui sont retransmises. Et voilà, l'entraîneur peut prendre une décision de est-ce qu'on maintient la séance à cette intensité, est-ce qu'on la modifie, est-ce qu'on est dans une bonne période de préparation ou pas. On peut même aller plus loin avec ces données-là. Par exemple, l'année dernière, quand on a fait les championnats d'Europe, on peut préparer en fonction des données, voir dans quel état je suis, pour à quel moment, au moment où j'arrive au championnat d'Europe, dans quelles conditions physiques je suis, pour ensuite pouvoir les mettre en parallèle par rapport à celles des Jeux et pouvoir justement se calibrer un petit peu par rapport à 3 semaines avant les championnats d'Europe, on en était là par rapport aux cours, par rapport aux données. Où est-ce qu'on en est maintenant? Qu'est-ce qu'on peut changer pour être au pic de forme au moment voulu? Donc en fait, il y a plein de choses comme ça qui peuvent entrer en jeu. Également, par exemple, des séances où on fait des analyses vidéo sous l'eau, des analyses de la fédération qui sont là pour nous aider dans tout ça, avec les mouvements, des etc. mouvements, exactement. On a fait pas mal de tests aussi à l'INSEP, des tests Neptune, ça s'appelait, où on doit faire des 10 fois 25 mètres progressifs de 1 à 10 pour analyser je vous la fais courte, mais le moment où on est le plus efficace en termes de fréquence de coup de bras et de poussée sous l'eau. Donc c'est pour savoir à quel moment, on est, sur quel rythme on est le plus efficace. Donc en fait, il y a tout un tas de données qui rentrent en place dans l'entraînement, qui nous permettent d'essayer de peaufiner les détails, qui nous permettent d'essayer d'aller chercher des médailles. En vrai, oui, puis après, il y a aussi tout ce qui va être nutrition, etc. Je me doute que c'est assez complet. D'ailleurs, en parlant de ça, comment ça se passe là pour la préparation à Los Angeles? Non, effectivement, j'ai parlé de la data, mais forcément, je suis très très bien accompagné. J'ai 2 entraîneurs, un prépa physique, un prépa mental, nutritionniste, que je vois pas tout le temps parce que je prends pas de gras, donc me dit juste mange ce que tu veux, donc je mange ce que je veux. D'où le fait que tu m'as dit tout à l'heure pendant la table ronde de messieurs, il parle de pépé chicken. sur
Les fast-food de poulet, ouais, c'est ça. Oui, voilà. Non, c'est sûr qu'on est très très bien accompagné. La famille aussi, forcément, qui joue un rôle crucial dans n'importe quel parcours. Et là, bon, pour être honnête, les Jeux de Paris, je m'étais préparé depuis des années maintenant. Donc quand ça arrivait, c'était une explosion d'émotions. Mais quand ça retombe, il y a forcément un souffle qui s'éteint un petit peu. Ça a été un petit peu dur de replonger directement après. J'ai eu la chance de pouvoir prendre des vacances, de pouvoir profiter aussi de ces belles médailles aussi. C'est sûr que c'est différent pour chaque athlète qui vit les Jeux. Tout le monde le vit différemment. Mais moi, voilà, j'essaye d'aborder les Jeux de Los Angeles en me disant, j'essaye de me mettre dans les meilleures conditions, de prendre les meilleures choses autour de moi pour essayer de reconstruire un projet, reconstruire un objectif qui me donne envie de m'entraîner à 200% au quotidien, parce que c'est pas facile tous les jours. On se lève à 5h30 pour aller dans l'eau à 6h30, 4 ou 5 fois par semaine. On s'entraîne, on a 3 ou 4 semaines de vacances max par an. Et donc voilà, c'est un rythme qu'il faut tenir, et pour le tenir, il faut continuer à prendre du plaisir dans l'eau. Et voilà, je pense que c'est ça le plus important. Pour moi, ce que j'ai kiffé à Paris, c'est aussi de prendre ce plaisir-là, d'essayer d'aller chercher des temps, des médailles, mais aussi de faire plaisir aux gens qui sont venus me voir, me faire plaisir à moi forcément. Et donc voilà, c'est ce que je vais essayer de retrouver sur les 3 années qui restent. Canon. Petite question aussi, plus sur le côté un peu gestion des émotions, parce que c'est aussi intéressant. Comment aujourd'hui, toi, tu gères le stress ? Enfin voilà, comme tu disais, je pense que l'année dernière, tu as dû passer par des pics de joie, des pics de peut-être des remises en question justement par rapport à tes stats qu'en fait que ta team elle te donnait derrière en disant peut-être là il faudrait que tu bosses plus ça, etc. Là fais attention machin. Comment toi aujourd'hui quand tu rentres dans une compétition, comment tu le gères en fait ton stress ? Déjà beaucoup mieux qu'avant, donc ça c'est un point positif. Mais là je vais prendre l'exemple de Paris parce que c'est la plus grande compétition que j'ai pu vivre de ma vie. Et honnêtement, on l'avait beaucoup préparé en amont avec mon préparateur mental. Du fait que voilà, ce qui compte réellement, c'était justement cette notion de plaisir. On ne sait jamais comment on réagit face à la pression du public, face à la pression de l'événement, des médias, de l'objectif. Donc voilà, c'est des choses qu'on essaie de gérer au maximum en amont. Mais moi, j'ai réussi à le gérer au mieux. Et le jour J, en fait, vraiment, j'étais juste porté par cette énergie du public et ça m'a plus donné des ailes que de la pression. En fait, j'ai jamais connu aussi peu de pression qu'au jeu, donc c'est étonnant. Mais voilà, en fait, quand j'étais à la chambre d'appel, donc vraiment la salle juste avant de rentrer derrière les plots, où on entend, on est sous les gradins, on entend le public crier et taper des pieds et tout ça. Donc en fait, moi j'étais là, je voyais les adversaires qui étaient vraiment... je me disais, ouais, là, je suis chez moi, vous n'êtes pas chez vous. Donc moi, je vais profiter et vous allez... Tu les taquinais un peu, quoi. Pas vraiment, mais c'est plus... moi, dans ma tête, je me disais, eux, ils stressent, pas moi. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et après, forcément, des choses... le fait de pouvoir nager avec mon petit frère aussi, on était beaucoup dans la rigolade, même jusqu'au dernier moment avant de rentrer derrière le plot. On est rentré sur le 400 mètres nage libre avec les bobs phrygiens qui vendaient dans les boutiques. Ça nous a fait beaucoup rire. Et voilà, comme je dis, l'objectif, c'était de se dire, quand on ressortira de là, de jeu, c'est ce que j'ai essayé de lui dire, parce que lui, c'était ses premiers, on n'aura aucun regret de tout ce qu'on a fait, comment on a nagé, comment on s'est donné. Et je pense que c'est d'autant plus important. Moi, mon objectif, c'était d'aller faire chercher ce titre, cette médaille d'or, que j'ai pas réussi à aller chercher cet été. Et du coup, d'essayer de rester ancré dans ce plaisir-là, ça m'a un peu aidé. Los Angeles, t'inquiète. Mais j'espère, ouais. Mais oui, mais pour bondir sur un aspect un peu plus négatif, par exemple, de cette préparation mentale, c'est justement après ces 3 premiers jours de course au jeu, je savais honnêtement que ma chance d'aller chercher un titre, elle était morte. C'était le 400 mètres nage libre ou le 100 papillons. Ou rien. Le Biélorusse va chercher le record du monde le dernier jour, donc moi je n'étais pas capable d'aller le chercher. Et il me reste 2 jours de repos avant de faire le 200 mètres 4 nage, et à ce moment-là, j'ai plus envie de mettre un pied dans l'eau, j'ai plus aucune sensation dans l'eau, j'ai plus envie d'être là. Je viens de rater mon objectif, clairement, mon rêve. Donc voilà, ça a été vraiment très dur. Heureusement que ma famille était là, ma copine aussi, mes proches, mon entraîneur et mon préparateur mental. Et je sais aussi que j'avais cette envie-là de donner tout jusqu'au bout. Je m'étais mis dans les conditions extrêmes de me dire peu importe ce qui t'arrive, il peut y avoir, je sais pas, un drame dans ta famille,
tu te mettras toujours dans les conditions, dès que tu es derrière le plot, tu viens pour nager, pour chercher une médaille. Donc j'ai réussi à me remettre dans ces conditions-là pour le dernier jour et ça s'est bien passé, très bien passé, heureusement. Mais voilà, c'est pas toujours facile, mais heureusement j'ai bien été préparé. Oui, puis c'est pas donné à tout le monde aussi d'avoir cette force mentale, de savoir rebondir et de se dire allez ok, j'y vais quoi. Enfin c'est bon, je vais pas me. Voilà, j'ai quand même. Enfin, je pense que tu as quand même fait une très très belle performance l'année dernière et encore félicitations. Donc non, mais c'est vrai, c'est pas donné à tout le monde. Je vois l'heure passer, mais encore une fois, Alex reste avec nous pour l'apéro, vous inquiétez pas. Vous pourrez échanger avec lui. J'ai une toute dernière question à te poser. Si tu devais transmettre une leçon par rapport au sport de haut niveau à des salariés d'entreprise, ça serait quoi ? Mais je pense déjà le sport de haut niveau et l'entreprise, c'est pas si éloigné que ça, parce que justement, on gère des objectifs, des plannings, des remises en question. Voilà, on est entouré d'une équipe, ce que je disais tout à l'heure, la famille forcément, mais les entraîneurs, les coéquipiers d'entraînement avec qui c'est comme des collègues de travail. Ouais, tu me disais que tu as quand même 10 personnes derrière toi, je crois, c'est ça ? Ouais, c'est ça, à peu près 10 quand personnes. Ouais. Donc c'est ça, il y a forcément des relations humaines qui peuvent être compliquées parfois, qui la plupart du temps, heureusement, se passent bien. Mais voilà, il faut réussir à unifier tout le monde derrière un objectif commun, une envie commune. Alors forcément, le projet reste centré autour de l'athlète, ce qui est peut-être moins le cas dans une société où c'est plus centré vers un produit, une envie de vendre quelque chose ou de partager quelque chose. Mais voilà, je pense que le conseil que je peux donner, c'est vraiment de rester ancré dans le moment présent, dans vraiment ce qu'on veut mettre en place. Forcément, les doutes, ça fait partie du chemin, mais moi, je me suis toujours dit en préparation vers les Jeux, tout ce que tu fais à l'heure actuelle, ça compte pour plus tard. Il faut que tu le fasses à 100%, même là, si par exemple, tu es malade ou ça va pas bien, et ben, de donner à 100% de l'entraînement d'aujourd'hui, et peut-être ce 100% d'aujourd'hui, c'est le 10% de demain, mais au moins, tu as fait de ton mieux chaque jour, et le jour où ça marche pas, au moins, tu peux regarder en arrière et te dire, bon, bah, j'ai fait de mon mieux et j'ai appris des choses, quoi. Carrément. Je pourrais faire cette interview pendant des heures avec toi.